Le président américain Donald Trump est très chaud à l'égard de Vladimir Poutine. Est-ce que ça va péter comme on s'y attendait? Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que Vladimir Poutine jouait avec le feu. Poutine jouait avec le feu. Ça, c'est une attaque directe. Vladimir Poutine joue avec le feu. En refusant de participer à des négociations de cessez-le-feu alors que les forces russes progressaient dans le nord-est de l'Ukraine. Il dit Poutine joue avec le feu. Ok, c'est une menace directe. Comment est-ce que Poutine va réagir par rapport à ça? Eh ben, il le dit pourquoi? Parce que Trump a initié une conversation très importante. Ils ont eu au moins 2 heures de communication au téléphone avec Vladimir Poutine, qu'il a d'ailleurs jugé de très positif. Une communication qui nécessitait le début d'établissement d'un mémorandum entre la Russie et l'Ukraine. Après avoir eu cette conversation positive, il se pose la question de savoir pourquoi est-ce que la Russie a conduit la plus grande attaque aérienne depuis le début de la guerre en Ukraine. Trump continue en disant Vladimir Poutine était devenu complètement fou. C'est chaud, hein? Vous savez, quand vous parlez à une personne et vous essayez d'établir un point de conversation et d'union, il y a des mots qu'on n'utilise pas, tels que ne sois pas fou, ne sois pas absurde, ne réagis pas comme ça. On cherche un peu de douceur. Mais est-ce qu'il y a de la douceur dans cette histoire? Absolument pas. Trump dit « J'ai toujours eu de très bonnes relations avec Vladimir Poutine, mais il lui arrive quelque chose. » Je ne suis pas content de ce que fait Poutine. Il tue beaucoup de gens et je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je le connais depuis longtemps. Je me suis toujours bien entendu avec lui, mais il envoie des roquettes sur des villes et tue des gens, et je n'aime pas ça du tout. Trump s'en est pris au président russe alors que Moscou a frappé l'Ukraine avec des attaques de drones et des missiles parmi les plus meurtrières de ces 3 dernières années de guerre, sans pour autant progresser sur la voie du cessez-le-feu. Donc, la Russie avait frappé l'Ukraine avec 346 drones au minimum et missiles, dans une attaque frénétique qui a complètement détruit beaucoup de choses. Trump dit, c'est que Vladimir Poutine ne réalise pas, c'est que sans moi, beaucoup de choses vraiment graves se seraient déjà produites en Russie. Je dis bien grave. Il joue avec le feu. Waouh, je relis. C'est que Vladimir Poutine ne réalise pas, c'est que sans moi, beaucoup de choses vraiment graves seraient déjà produites en Russie. Je dis bien vraiment grave. Donc c'est une façon de le dire à une personne, tu ne réalises pas que c'est à cause de moi que tu es toujours vivant. Hein, c'est à cause de moi que tu vis dans cette condition de vie dans laquelle tu es. Sinon, tu serais complètement par terre. Imaginez-vous qu'une personne vous dise ça, même si vous êtes des bons amis. Comment réagissez-vous par rapport à ça? C'est à cause de moi que les choses aussi graves ne sont pas encore arrivées dans ta vie. La réponse de la Russie n'a pas traîné. C'est venu de Dmitri Medvedev, l'ex-premier ministre de la Russie. Medvedev a déclaré que la 3e guerre était la seule vraiment mauvaise chose qui arrivait. Donc, en réponse à ce que Trump a dit, que les choses terribles, mauvaises, graves risquaient d'arriver, si ce n'était pas pour lui. Medvedev dit c'est la 3e guerre mondiale qui serait la chose la plus mauvaise qui puisse les arriver. Et donc, en d'autres termes, nous n'avons pas peur. Vous voyez un peu ce qui se passe là? Trump parle de manière crue à l'égard de Poutine et fait des choses que beaucoup qualifieraient d'attaque directe. Mais ce n'est pas Poutine qui répond. C'est Medvedev qui répond en disant « Quelle mauvaise chose risque de nous arriver ?» La seule mauvaise chose qui risque de nous arriver ou de nous faire peur, c'est la 3e guerre mondiale. C'est une façon de dire « Êtes-vous prêt à vous engager dans une 3e guerre mondiale ?» Je vous rappelle que Medvedev, ce n'est pas Vladimir Poutine. Il n'a pas la patience ni le tempérament dont le président russe a porté jusque-là à l'égard des Européens et de l'Ukraine. Le 4 mars 2024, par exemple, il a dit, l'un des anciens dirigeants ukrainiens a déclaré en un moment donné que l'Ukraine n'était pas la Russie. Ce concept doit disparaître à jamais. L'Ukraine est bel et bien la Russie. C'est quelqu'un de très combatif, de très offensif, de très dangereux pour les Ukrainiens. Il avait encore dit en commentaire, en novembre 2024, Kiev pourrait être réduite en un géant foyer de fusion si les Occidentaux laissaient l'Ukraine utiliser des armes à longue portée pour attaquer la Russie. Donc Kiev pourrait être réduit en un géant foyer de fusion. On bouillit. C'est comme ça que le monsieur parle. Pourquoi Trump a dit que Poutine ne réalise pas que sans moi, donc lui Trump, beaucoup de choses vraiment graves seraient déjà produites en Russie? Trump le dit suite à quelque chose. C'était parce que il y a eu un commentaire du Kremlin disant que le président américain pourrait être en proie à une surcharge émotionnelle. Après les propos de Trump, les premiers propos de Trump disant « Monsieur Poutine est devenu fou. Pourquoi est-ce qu'il bombarde ?» Dmitri Peskov a répondu disant que Donald Trump était en train de vivre un moment émotionnel qu'il n'arrive pas à contrôler. Donc, surcharge émotionnelle. C'est un peu comme, imaginez-vous, vous vous fâchez. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as mis les habits dehors? Quelqu'un te dit, pourquoi tu es surchargé émotionnellement? C'est sarcastique, ironique et dérangeant. C'est après cela que M. Trump a dit ce que Vladimir Poutine ne réalise pas, c'est que sans moi, beaucoup de choses vraiment graves seraient déjà produites en Russie. Donc, vous voyez ici,
M. Trump attaque Poutine disant qu'il est devenu fou. Et c'est Peskov qui répond, Dimitri Peskov, en disant « M. Trump est sous surcharge émotionnelle ». Trump répond encore en disant « Sans moi, Poutine ne réalise pas que beaucoup de choses mauvaises seraient déjà arrivées en Russie ». Et ce n'est toujours pas Poutine qui répond, mais Medvedev qui répond en disant « La seule chose grave qui arriverait, c'est la Troisième Guerre mondiale ». Est-ce une façon de Poutine de diminuer Trump un tout petit peu en disant « Moi, je ne réagis pas comme toi, tu réagis ». Trump était fâché évidemment à cause des attaques aériennes russes sur des villes ukrainiennes. Les Russes ont bombardé comme jamais dans le passé et il justifie cette attaque en disant c'est une réponse à ce que les Ukrainiens essayaient de faire. C'est-à-dire M. Vladimir Poutine avait pris un hélicoptère visitant Koursk et pendant qu'il le faisait, les Ukrainiens ont lancé une attaque de drone incroyable dans l'objectif de faire tomber l'hélicoptère. Et c'est à cause de ça qu'ils ont réagi. Et Peskov continue en disant que M. Trump ne reçoit pas des rapports objectifs et corrects sur l'Ukraine. En d'autres termes, M. Trump ne sait pas tout à fait ce qui se passe en Ukraine. Après un entretien de 2 heures avec Trump la semaine dernière, Poutine a déclaré que la Russie était prête à collaborer avec l'Ukraine sur un mémorandum relatif à un accord de paix. Donc, M. Poutine et Trump avaient discuté pendant plus de 2 heures au téléphone. Et il avait dit, je suis d'accord, on va établir un mémorandum relatif à un accord de paix. Donc, il était prêt et ouvert, comme il a dit. Mais après ça, il a bombardé en Ukraine. Il y a eu des frappes, des drones et des missiles que eux justifient en disant que les forces ukrainiennes avaient lancé des drones contre l'hélicoptère de M. Vladimir Poutine. Mais en attendant, M. Trump était furieux, disant, mais toi et moi, on a discuté pendant des heures. Comment ça se fait que tu fais encore une attaque blessant et tuant des gens? C'est incroyable, tu es devenu fou. Alors, le dirigeant russe avait indiqué qu'une partie des travaux de ces mémorandums, évidemment, constituerait à définir un éventuel cessez-le-feu, y compris un calendrier. L'Ukraine, ses alliés européens et les États-Unis ont tous exhorté Poutine à accepter un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel d'au moins 30 jours. Voilà ce qu'il demande. Un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, pas des conditions. Poutine a dit, OK, il n'y a pas de souci, on va faire un mémorandum. Et c'est à partir de là que les Russes accusent l'Ukraine d'avoir attaqué l'avion de Poutine. Voilà la raison pour laquelle ils ont frappé. Sont-ils en train de dire la vérité ou bien Poutine ment? Ou il a inventé une histoire question de continuer sa guerre? Évidemment, il faut regarder les choses de deux côtés. Le Kremlin a déclaré ne pas pouvoir estimer le temps nécessaire à la rédaction du mémorandum et a indiqué mardi y travailler encore. Donc, eux, ils ont dit, nous ne savons pas quand est-ce que ça sera prêt. Mais en attendant, Kiev et le gouvernement européen ont accusé Moscou de faire traîner les choses tandis qu'il progresse sur le front. Donc, Kiev et les Européens disent, la raison pour laquelle M. Poutine ne veut pas mettre son mémorandum sur point, c'est parce qu'il fait traîner les choses dans l'objectif de gagner du terrain pour avoir un plus grand levier de négociation quand les négociations viendront. Mais en attendant, l'Ukraine a déjà transmis sa version du mémorandum de paix à la Russie et a exhorté Moscou à la partager avant le début des négociations de paix. Les amis, Donald Trump jusque-là a retardé l'adoption de nouvelles sanctions majeures contre la Russie, bien qu'ils affirment qu'un plan d'action a été préparé contre Poutine s'il décidait de le faire. Ibrahim Traoré, fils du Burkina, en train de parler. Suivant. On fait tout pour que nous ayons peur. Ils viennent dans nos palais. Ils nous menacent directement ou des menaces voilées. Bien sûr, nous répondons comme il le faut. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Kadhafi a essayé comme ça, il est où? Il est mort. Telle personne n'a rien ici, il est en prison. Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, un Africain comme je les adore. Incroyable, fort dans ses paroles, il en tient conséquence, il n'a absolument pas peur de ce que les gens pensent. Les gens publics, généralement, veulent dire des choses qui fassent plaisir. Parce que leur objectif, ce n'est pas d'être précis dans ce qu'ils disent. Leur objectif, c'est se faire aimer. Si pas se faire aimer, en tout cas, garder une certaine position de positivité à l'égard des gens. Je suis de ceux qui brûleraient toute la prairie dans l'objectif d'accomplir un dessein collectif. Et je m'en fous de ce que vous pouvez penser. Et il est évident que M. Traoré, dans la sagesse dans laquelle il coule, certainement est le même genre de personne. Donc là, il dit, les gens disent qu'il y a des gens avant toi qui ont essayé. Thomas Sankara a essayé. Président Kadhafi a essayé. Où sont-ils aujourd'hui? C'est-à-dire une façon très subtile de dire ne continue pas à te battre pour l'objectif de ta patrie. Sinon, tu finiras comme Sankara et Kadhafi. Et lui dit, quand on dit la patrie ou la mort,
nous le pensons vraiment. C'est parce que nous n'avons absolument pas peur. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Les amis, merci infiniment d'être là, c'est avec beaucoup de plaisir. Je pense qu'il est essentiel de faire ça. Monsieur Traoré, ici aussi, encore une fois, est en train de dénoncer des actes de corruption dans son gouvernement. On sait, généralement, en Afrique, les gens veulent devenir politiciens, pas pour l'objectif de créer ou d'améliorer la patrie, mais pour l'objectif de remplir leurs poches. Et moi, je suis un ferme penseur qui pense aujourd'hui qu'il faudrait essentiellement diminuer les salaires des politiciens. Si vous voulez vraiment voir qui sont des vrais politiciens, il y a des gens qui cherchent... En fait, si vous cherchez de l'argent, c'est le business qu'il faut faire, pas la politique. Suivons ce que le président burkinabé a à dire. Suivons. Il y a aussi, au cours donc de ces semaines, assez d'événements ici à la présidence, notamment un certain nombre de responsables des différents départements ministériels que j'ai tenu à recevoir personnellement pour essayer de rediriger l'action gouvernementale en cherchant à rationner les dépenses de fonctionnement. Parce que nous nous sommes rendus compte que le fonctionnement prend tellement de place dans notre budget que nous étions obligés de lire donc ces milliers de pages. Ce n'est pas pour le plaisir des yeux, mais nous étions obligés de le lire, de faire venir chaque responsable et d'essayer de rationner pour que le budget serve à faire des investissements socio-économiques structurants de base au profit de nos masses populaires. Ok, vous avez suivi là. Nous avons remarqué que le fonctionnement nous coûte beaucoup trop d'argent. Alors il a fallu que l'on ouvre nos yeux pour lire ces pages. C'est pas parce qu'on a envie de lire les pages. C'est parce qu'on a senti que le fonctionnement seulement nous coûte beaucoup trop d'argent. Le fonctionnement, c'est-à-dire l'existence des chefs dans des départements de politique. Ça coûte beaucoup trop d'argent au gouvernement. Et ça, ce n'est pas limité au Burkina Faso. Dans tous les pays africains, sauf un ou deux, le fonctionnement coûte la grande part, le clair de l'argent que l'on disponibilise. C'est absolument malade que le fonctionnement nous coûte beaucoup trop d'argent pendant qu'on n'a même pas encore fait la fonctionnalité. C'est-à-dire nous avons été installés en politique pour faire un travail clair. Le travail n'a pas encore été effectué, mais nous dépensons déjà l'argent qui a été assigné. Alors ce n'est pas normal. Voilà pourquoi M. Traoré ouvre le livre pour comprendre qui dépense quoi. Suivant. Tous ceux qui sont passés ici, qui ont participé à l'exercice, ont reconnu que nous avons assez de dépenses dans le fonctionnement. Et nous allons continuer dans ce sens à minimiser les dépenses de fonctionnement de l'administration pour pouvoir investir mieux au profit de nos populations. Nous allons diminuer les dépenses de fonctionnement de l'administration pour bénéficier à la population. Écoutez, Africains francophones, nous allons diminuer les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les bureaux, l'achat des voitures pour les politiciens, la localisation des maisons. Je ne comprends pas comment, quand quelqu'un devient en politique, on lui cherche une grande maison, on lui donne des centaines de milliers de dollars pour s'installer. C'est absolument absurde. C'est de la maladie mentale. Voilà pourquoi Trump dit « You live in shithole countries », c'est-à-dire vous vivez dans le pays de la... Comment est-ce possible qu'un politicien qui vient à peine d'être nommé, on lui donne des centaines de milliers de dollars pour s'installer, c'est-à-dire avoir une maison, avoir des gardes, avoir une nouvelle télévision, des nouvelles voitures, pendant qu'il a été placé pour quoi? Le politicien est placé pour améliorer la vie de la population. Le peuple est encore en train de souffrir, mais vous vivez dans le... Alors M. Traoré dit niet. Suivant. Ceux qui ont compris le message, je pense que c'est le cas pour la plupart, je les invite donc à redoubler d'efforts, à faire en sorte que nous puissions minimiser les dépenses de fonctionnement. Tout ce qui peut être économisé doit être économisé et investi au profit donc de nos populations. L'eau potable n'est pas une garantie pour tout le monde ici au Burkina Faso. Nous sommes aujourd'hui en train de lutter aussi pour la souveraineté alimentaire. Il y a tellement de défis qu'il faille économiser au maximum pour pouvoir relever ces défis-là. Malheureusement, dans ce contexte, nous nous rendons compte qu'il y a encore des brebis galeuses qui essaient de jouer avec le temps peut-être, mais nous avons passé 2 années à sensibiliser. Et je pense qu'à un moment donné, le peuple même trouvait que nous sensibilisons trop, il fallait passer à l'action. Ok, nous sensibilisons trop, il faut passer à l'action. Monsieur Traoré est là, prêt à faire un travail. C'est clair que monsieur n'est pas un politicien, c'est un militaire. Il faut chicoter. Malheureusement, en Afrique, il faut chicoter. On ne peut pas passer 2 ans à sensibiliser pendant qu'il y a toujours des brebis galeuses. À un moment donné, il faut chicoter. Regardez, en Chine, on élimine des gens qui volent dans le gouvernement. Ouais, on vous étend là et on vous abat pour avoir volé l'argent du contribuable, pour avoir utilisé l'argent qui aurait pu servir de moteur pour construire des hôpitaux dans les villages, dans les endroits les plus restreints du pays, dans vos intérêts personnels, pour vos 2e femmes, vos 3e femmes, vos voitures et tout le bazar, vos enfants. On vous étend
gens-là et on vous fusille. Pourquoi on ne le fait pas en Afrique? Non, pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Oh, il faut pardonner, pourquoi? La maman qui a perdu son enfant à l'hôpital parce que vous, ou votre oncle, ou votre cousin, parce qu'en général, vous aimez pas ça parce que ce sont vos cousins, vos oncles qui sont en politique, qui profitent de ces histoires, qui en réalité, avec un effet neige, ballon neige, finalement, vous aussi, ils en profitez. Parce que l'oncle, de fois, vous envoie de l'argent avec votre anniversaire. Il faut les fusiller. Fusiller ces gens, comme ça vous allez voir si l'Afrique ne s'améliorera pas. Commencez à fusiller ceux qui volent l'argent du gouvernement. Commencez à abattre ces gens. Et on verra si l'Afrique n'évoluera pas. Ceux qui prennent l'argent du contribuable, il ne faut pas les jeter en prison, il faut les fusiller, il faut les abattre. Ils servent à quoi? Si une personne peut prioriser son intérêt personnel, son argent, ses villas, par rapport aux enfants démunis, qui ont peut-être pas des parents, des pères, des orphelins, qui ont besoin des mêmes structures, des écoles, des routes pour évoluer, pour ses intérêts personnels, vaut-il la peine de garder ces gens vivants? Il n'est pas très différent de celui qui abat plusieurs personnes à la fois. Alors comptons le nombre de gens qui perdent leur vie dans les hôpitaux. Monsieur Traoré dit assez, c'est assez. On ne peut pas faire 2 ans et avoir des brebis galeuses qui continuent à piller. Il faut passer à l'action. Suivons. Et à partir d'un moment donné, nous avons décidé de passer à l'acte. Je tiens à vous informer ici que malheureusement, au cours de ces derniers temps, suite donc à une dénonciation sur plainte, nous avons découvert un réseau de malfrats, malheureusement au sein du ministère même de l'action humanitaire. Il faut les fusiller. Réseau des malfrats, il faut les fusiller. Oui, il faut les fusiller. Ils servent à quoi? Pourquoi ils sont là en train de garder le pays dans le trou? Et ça, c'est valide pour tous les pays en Afrique. Je ne parle pas seulement du Burkina Faso. Le Burkina Faso ici est comme repère. Les pays en Afrique où les gens ne font que voler, oh les chefs. Oh, pourquoi vous célébrez les chefs? Pourquoi vous êtes devenus idolâtres des chefs? Ça n'a absolument aucun sens. Vos pays ne sont pas des royaumes. Ce sont des pays qui sont censés être des démocraties, c'est pas des royaumes. Pour devenir royalistes, il faut les fusiller. S'ils volent, il faut les fusiller. Oui. Et vous regarderez si l'Afrique ne sera pas ce que l'Afrique est censée être. Mais vous avez trop de cœur. Il faut pardonner. Il faut excuser. C'est comme ça. Continuez à excuser, pardonner. Et pleurnicher. Aller traverser la Méditerranée. Aller pleurnicher chez les gens et crier au racisme. On nous n'aime pas. Oui, voilà comment on peut vous aimer. On ne peut pas vous aimer parce que voilà, vous êtes des faiblards. Suivant. Ce ministère qui était censé donc agir au profit donc des plus démunis, c'est dans ce ministère que des gens se sont permis de détourner de l'argent et des milliards en 2024. Un ministère censé aider les démunis, les gens en difficulté, détourne des milliards. Ils ont détourné plusieurs milliards. La police a fait un excellent travail d'enquête qui nous a permis de découvrir beaucoup de biens, des véhicules de luxe, un bon nombre de choses en tout cas qui ont été saisies. Et l'affaire a été transférée donc à un tribunal. C'est pour dire que si nous ne mettons pas du sérieux dans le contrôle, il y aura toujours ce genre de personnes qui croient que tout est permis. Détourner des milliards, surtout au ministère de l'Action humanitaire dans ce contexte. Il y a des agents qu'on assure qui ont été pris dans ça, qui sont en prison actuellement. Des centaines de millions détournés. Pourquoi on ne peut pas appliquer ce genre d'histoire au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal? Bon, le Sénégal n'a pas beaucoup de problèmes comme ça jusque-là. En RDC et dans tous ces pays-là, pourquoi on ne peut pas appliquer ces mêmes principes, hein? Arrêter ces gens et en faire une référence. Il faut en faire une référence. Il faut en faire une référence. Malheureusement, ce sont des gens qui ont été installés généralement par le chef. C'est le chef qui l'a installé parce que c'est ton cousin éloigné ou l'enfant de la cousine de son père, quelque part. Voilà pourquoi il est autorisé de... Mais il faut savoir, le pays n'appartient pas au chef. Je suis désolé, sa famille. Le pays n'appartient pas au chef ou à sa famille. Le pays appartient à tout le monde. Et le peuple doit comprendre leur autorité. Vous avez autorité sur le chef. Le chef n'est pas le roi. Le chef n'a pas le droit d'installer ses frères et ses cousins, ses cousines, ses nièces à votre détriment afin que vous viviez dans la misère, la galère, la trière, la peine. Absolument pas. Voilà pourquoi on n'aime pas M. Traoré, parce qu'il est tissé, cousu d'une tranche complètement différente. Des vivres qui devaient aller au profit donc des plus démunis, au profit de ces personnes déplacées internes. Et c'est dans ce ministère que des gens ont essayé de détourner cet argent. Et je suis persuadé que ça existe un peu partout parce que nous poursuivons l'enquête. Souvent, il y a ces arrestations que vous puissiez ne pas comprendre, mais nous savons pourquoi nous le faisons. Il y a encore beaucoup de personnes qui essaient de détourner les deniers publics. Nous n'allons pas avoir de la pitié pour ces individus-là. Pas de pitié. C'est l'occasion donc d'interpeller la commission des règlements donc des dysfonctionnements qui ont été mis en place. Parce qu'il y a beaucoup de dénonciations qui arrivent au niveau de la présidence. Il faut fusiller des gens en Afrique. Se mettre au travail sérieusement et de nous permettre de dénicher tous ces voleurs qui se cachent dans l'administration. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Fusiller les voleurs en Afrique. De lutte contre le terrorisme où des gens se sacrifient sur le terrain et d'autres sont à l'arrière, se permettent de voler des milliards et pour se mettre dans du luxe.
c'est difficile à cerner cette situation. En plus de tout ça, il y a des Burkinabés qui manquent de patriotisme. Les forces de l'AES sont actuellement de conduire des exercices militaires conjoints. Et tout ceci se passe au Niger, dans l'objectif de synchroniser leurs efforts et de devenir une force redoutable dans la sous-région. On ira ensuite au Rwanda, où on parlera du fait que le Rwanda vient d'accepter de recevoir des expulsés par Donald Trump, c'est-à-dire toutes les personnes africaines qui seront expulsées des États-Unis d'Amérique iront vivre au Rwanda. Quelles en seront les conditions? Point d'interrogation. Ensuite, on ira au Mali, là où un programme de langage sponsorisé par les États-Unis d'Amérique a été suspendu. Ce programme, en effet, permettait à certains Maliens d'apprendre à lire et écrire dans leur langue locale, mettant ainsi de côté la langue française. Un programme à hauteur de 25 millions de $, mais qui malheureusement a été coupé, et on découvrira comment ça dérange sur le plan économique la population malienne. L'Alliance des États du Sahel mène actuellement, les amis, des exercices militaires conjoints au Niger. C'est fort. Des exercices appelés Taranakale, qui signifie amour de la patrie en tamashek. Ces exercices auxquels participent les troupes du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Togo et du Tchad. Waouh! Ça s'expand, hein? C'est chaud. Les exercices ont débuté le 20 mai 2025 et devraient se terminer le 3 juin 2025. L'entraînement se déroule aux forces d'entraînement des forces spéciales à Tilia, dans l'ouest du Niger. Donc on a le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et le Tchad. Waouh! Sommes-nous en train de voir une expansion de l'AES ici? Qui s'annonce? Peut-être pas directement, mais progressivement. L'objectif principal des exercices Taranakale est de renforcer la capacité opérationnelle des forces armées des pays participants à contrer les menaces à la sécurité régionale, notamment le terrorisme. Donc ce sont des gens qui sont debout et se battent vigoureusement contre le terrorisme. Les exercices comprennent des activités tactiques conjointes, des simulations d'opérations spéciales et des initiatives de coopération civilo-militaire, visant évidemment à renforcer le lien entre soldats et la communauté locale. Donc c'est très important, autant il est de savoir comment il faut se battre, il faut aussi savoir comment créer des connexions avec la population civile étant militaire. Parce que le militaire gagne difficilement la guerre si le civil est contre lui. Évidemment, parce que quand vous faites la guerre et qu'il y a des civils, vous épargnez les civils, n'est-ce pas? Vous allez vers votre adversaire. Mais aussitôt que vous tournez le dos, l'adversaire va vers le civil avec lequel il discute bien. Le civil lui dira: je t'ai vu, ouais, j'ai vu le monsieur, il est là-bas. Au coin. C'est exactement la raison pour laquelle il est important de tisser cette bonne relation avec la population civile. Donc autant il est important de s'entraîner militairement avec les armes, il faut aussi s'entraîner psychologiquement et socialement. L'engagement de l'AES, les amis, en faveur de la sécurité régionale est également souligné par sa collaboration avec la Russie. Donc la Russie joue un rôle très important dans cette histoire. La Russie, évidemment, qui fournit une assistance à la formation des forces armées de l'Alliance. Ce soutien s'inscrit dans la position de la Russie souhaitant à promouvoir des solutions africaines aux problèmes africains. L'AES est actuellement en train d'établir une nouvelle architecture sécuritaire régionale, et celle-ci indépendante de toute influence occidentale. Les États-Unis vont expulser les gens vers le Rwanda. C'est fait, c'est dit, ça ne rigole pas, les discussions sont en cours. Kigali actuellement, les amis ont pour parler pour héberger les migrants expulsés des États-Unis. Mais les groupes de défense de droits de l'homme craignent que de tels accords ne mettent davantage en danger les plus vulnérables. Kigali est en discussion avec Trump, son administration en tout cas, pour voir comment on va exporter ou exfiltrer tous les migrants, tous les illégaux, et tous ceux qui sont restés pendant beaucoup trop longtemps au Rwanda pour y habiter. Et les groupes des droits de l'homme ne sont pas tout à fait d'accord parce qu'ils pensent pas que Kigali soit l'endroit adéquat où d'après eux les droits des hommes sont nécessairement respectés. Alors, est-ce la première fois? Ce n'est pas du tout la première fois. Nous savons tous que le Rwanda avait un accord avec la Grande-Bretagne où il s'agissait d'emmener tout ce qu'il y avait comme illégal de la Grande-Bretagne et les transférer au Rwanda où ils habiteraient. Ils avaient reçu à hauteur de 300 millions de $, bon, la première tranche si je ne me trompe pas, pour construire des appartements et des chambres et autres choses dans l'objectif de recevoir toute cette population généralement noire qui partait illégalement à la Grande-Bretagne à travers la Manche. Donc, après l'abandon l'année dernière d'un projet britannique d'expulsion des demandeurs d'asile vers le Rwanda, Kigali est actuellement en pourparlers avec les États-Unis pour un accord similaire malgré les inquiétudes de groupes de défense des droits de l'homme. Ce mois-ci, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a confirmé que son pays était en pourparlers avec Washington au sujet des accords sur la migration, mais les détails ne sont pas encore révélés. Bon, il y a beaucoup de personnes qui disaient pourquoi le Rwanda accepte de telles histoires, surtout parlant de ce qui s'était passé avec la Grande-Bretagne à l'époque. Pourquoi le Rwanda accepte autant d'argent? Pourquoi le Rwanda trahissent les Africains et tout le bazar. Bon, il est évident de regarder les choses d'autre part, parce que le Rwanda n'a-t-il pas besoin de l'argent? Bien sûr qu'ils ont besoin de l'argent. Le Rwanda a reçu l'argent venant de la Grande-Bretagne pour investir dans son pays, créer des boulots, créer des routes, créer des hôpitaux, créer des infrastructures, créer de l'emploi, dans l'objectif que leur population ne parte pas en Europe et aux États-Unis comme vous. Donc, en d'autres termes, ils ont saisi cette opportunité, parce que c'est une opportunité, pour créer un environnement qui permette à leur population de ne pas se sentir abandonnée par le gouvernement comme vous êtes abandonnés par vos gouvernements. Alors,
Alors au Rwanda, savait-il que ce contrat prendrait fin un jour? Certainement. Mais il se disait, bon, avec chaque administration, il y a généralement de nouvelles politiques internationales. L'administration précédente en Grande-Bretagne voulait que tout ce qu'il y avait comme étranger parte au Rwanda et éviter. Le Rwanda a reçu beaucoup d'argent, je pense à hauteur de 300 millions de dollars. Ils s'en sont servis pour créer ce qu'il y a à créer chez eux. En fin de compte, la nouvelle administration britannique est entrée au pouvoir et a annulé ce procès disant que c'était contre leurs valeurs. On a même demandé au Rwanda de rembourser. Le Rwanda dit on ne rembourse pas l'argent. On a déjà signé un contrat, c'est tout, c'est bon, c'est fait. Nous, on garde l'argent. D'ailleurs, il faut nous payer l'argent que vous nous devez encore. Est-ce la faute du Rwanda que vous soyez dirigé par des hippopotames qui ne vous offrent aucune opportunité chez vous? Point d'interrogation. Le Rwanda n'est pas seul candidat, il y a aussi la Libye qui est en train d'être préparée. On va vous envoyer en Libye. Regardez la Libye. Ça, c'est la Libye, hein, ça rigole pas. Et puis bon, partez au Rwanda, il y a des femmes comme ça, comme ça, comme ça. Vous serez à l'aise. Et en plus, il y a beaucoup de vaches. Regardez les vaches, regardez les cornes de ces vaches. Beaucoup de collines. Et les vaches produisent du lait. Vous allez boire le lait lundi, mardi, mercredi. Là-bas, on met pas le sucre dans le lait, hein. Il faut pas mettre le sucre. Ouais, parce que voilà, c'est... Non, faut pas mettre le sucre dans le lait, faut boire ça comme ça. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que l'administration cherchait des pays de préférence lointains pour accueillir des personnes expulsées. Il dit « Nous travaillons avec d'autres pays pour dire nous voulons vous envoyer certains des êtres humains les plus méprisables dans vos pays. On va envoyer des gens méprisables. » Maintenant, nous partons au Mali. Au Mali, la réduction du financement de l'USAID impacte un programme d'apprentissage de langue, les amis. Un programme d'apprentissage de langue locale qui a permis à des milliers de personnes à s'émanciper. C'est-à-dire, il y a un programme au Mali qui permet aux jeunes et aux personnes qui sont intéressées, aux agriculteurs et tout le bazar, d'aller apprendre comment lire et écrire dans leur langue locale. Okay? Je vous rappelle qu'au Mali, en 2023, on a poussé le français à côté pour promouvoir les langues locaux. Et pour ça, il y a eu un programme qui était financé par les États-Unis à hauteur de 25 millions de dollars qui permettait ainsi à beaucoup de personnes d'apprendre à lire et écrire dans leur langue locale. Et beaucoup d'entrepreneurs en ont profité parce qu'ils recevaient désormais un peu plus d'argent qu'ils ont recevé dans le passé. Alors avec l'arrivée de Trump, ils ont complètement arrêté cette histoire et ça crée la débandade. L'Agence américaine pour le développement international a considérablement réduit le financement d'un programme d'alphabétisation formateur au Mali appelé Chifinitanye, qui signifie notre avenir en Bambara. Ce programme doté de 25 millions de dollars sur 5 ans visait à apprendre à lire et à écrire dans leur langue maternelle à environ 20 000 jeunes maliens dans 1000 écoles dans l'école Goussou Dabo à Bamako. L'initiative, évidemment, c'était pas seulement ça, il s'agissait aussi des formations professionnelles dans des domaines tels que coiffure, menuiserie, la couture, la soudure, la pâtisserie, permettant aux participants d'acquérir une indépendance économique. Ce programme, les amis, a permis aux participants de s'autonomiser économiquement. Par exemple, l'histoire d'une jeune femme au nom de Oumou Traoré, une agricultrice de 29 ans, a vu ses revenus passer de 60 $ à 95 $ en apprenant à calculer, à tenir une comptabilité dans sa langue maternelle, ce qui lui a permis de vendre directement ses produits. Maintenant, la question qui se pose ici, c'est quoi? Comment est-ce qu'on doit réagir dans ce cas? Vous savez, l'indépendance vient avec un prix. Ce n'est pas gratos. Le président Cyril Ramaphosa qui partait aux États-Unis avec beaucoup de fougue, disant je ne serai pas intimidé, tout le bazar. Arrivé devant Trump, il s'est courbé. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que son pays avait besoin des Américains dans leur économie. Sinon, ça n'irait pas. Donc, quelquefois, voilà, il faut savoir avant de commencer une guerre, il faut se préparer financièrement. Parce que nous savons aussi que le Mali a tourné son visage vers la Russie. Quand tu tournes ton visage vers la Russie en expulsant la France, c'est-à-dire que au revoir les États-Unis, même si tu ne le dis pas ouvertement. Et aussi, Donald Trump a dit que l'aide qu'il donnait, il devrait être justifié par le fait que le pays qui reçoit soit partisan de la politique étrangère américaine. Donc si vous ne soutenez pas la politique étrangère américaine, pourquoi vous recevez l'aide venant des Américains? La preuve en est simple. Quand on demandait à ce qu'on vote contre la Russie aux Nations Unies, combien de pays africains ont voté? Très peu. Alors, pouvons-nous en vouloir à Trump de vouloir prioriser les intérêts des Américains? Absolument pas. Qu'est-ce qu'il faut faire à tel pour ces gens, en tout cas pour que ça avance, puisque le Mali a pris la décision de favoriser ou de mettre en avant les langues locales, le Mali, dans ce cas, doit débloquer 25 millions de dollars venant de quelque part, de l'or ou autre chose, dans l'objectif de continuer ce programme qui apparemment semble noble. Voilà les amis, faites-moi savoir ce que vous en pensez. L'Alliance des États du Sahel mène actuellement les exercices militaires conjoints au Niger, ça chauffe, ça ne rigole plus, et parmi les participants, il y a aussi des militaires togolais et tchadiens. Qu'est-ce qui s'annonce? Point d'interrogation. Donald Trump va envoyer vos cousins illégaux au Rwanda pour aller y habiter. Êtes-vous préparés à ça? Et finalement, au Mali, la réduction du financement de l'USAID qui impacte beaucoup de personnes sur le plan économique. God bless.